Au cours des derniers mois, certains d'entre vous m'ont posé pas mal de questions dans les commentaires. Aussi, me suis-je dit, chose promise, chose due, je vais répondre à ces commentaires. En parlant de ces commentaires, je voudrais vous dire 1000 merci, car franchement, des commentaires comme ça, j'en souhaite à tout le monde. Ils sont vraiment très aimables, très sympathiques et surtout très encourageants. Ouais, à part l'autre créationniste qui est venu foutre un peu le beans et nous traiter de propagandistes. Mais bon, merci aux abonnés à ce sujet-là, parce que vous l'avez coupé en deux, le garçon. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Donc, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bienvenue dans cet épisode consacré à vous. Donc, commençons sans plus attendre et voyons quelle est la première question. Est-ce que le Microceratops est le plus petit des cératopsiens? Ah bah je me disais que je pourrais... Wow, Cédric. Bien entendu, avec plaisir. Je vous laisse donc avec Cédric de Jurassic Tube. Merci, du coup, c'est parti. Alors pour savoir si le Microceratops est le plus petit des cératopsiens, on va d'abord voir ce que sont les cératopsiens. C'est la grande famille des têtes à cornes dont fait partie le célèbre Triceratops, mais aussi les styracosaures et les Nasuceratops par exemple. Mais il n'y avait pas que des géants chez les cératopsiens, il y avait aussi le Protoceratops ou encore le Psittacosaure en mini-modèle. Mais le plus petit modèle, c'était bien le Microceratops avec seulement 60 cm de longueur pour 30 cm de haut. Soit à peu près la taille d'un lapin, hein, et c'est vrai qu'il est mignon et qu'il aurait fait un beau dinosaure de compagnie. Donc le Microceratops, ce qui veut dire le petit cornu, a été découvert en 1953. Et d'ailleurs il sera renommé en 2008 Microceratus parce que Microceratops correspondait déjà au nom d'une guêpe. Et il a vécu dans ce qui est aujourd'hui le désert de Gobi durant le Crétacé supérieur. Il se différencie de ses cousins, déjà par sa petite taille et aussi par le fait qu'il soit bipède. Et oui, son moyen de défense devait sans doute être la vitesse, et c'est plus pratique d'être debout pour courir vite. Voilà, c'était le petit Microceratops, et j'espère avoir bien répondu. Bon ben voilà qui est bien répondu, hein. On remercie Cédric de la chaîne Jurassic Tube. Au plaisir de te revoir, hein. Donc passons à la deuxième question. Le lambéosaure utilisait-il sa collerette comme boîte de résonance? Alors dernièrement, j'ai fait un épisode sur les ornithopodes et je n'ai pas mentionné le lambéosaure. Ah! Salut l'ami! Si tu permets, celle-ci je vais m'en charger. Et bien entendu. Je vous laisse avec Sican de la chaîne Paleo World. Chez les lambéosaurinés en général, la crête n'avait pas vraiment de fonction de thermorégulation, même de caisse de résonance, mais devait plutôt servir aux individus à se reconnaître entre eux, un peu à la manière des zèbres aujourd'hui avec leurs rayures. Ce sont uniquement les Parasaurolophini, un groupe particulier à l'intérieur des lambéosaurinés, avec une grande crête qui part vers l'arrière, qui utilisait cette fameuse crête un peu à la manière, cette fois-ci, d'une caisse de résonance, certainement dans le but d'impressionner les mâles ainsi que les femelles lors des périodes de reproduction, un peu comme les cerfs se servent du brame par exemple. Des scientifiques ont d'ailleurs reproduit ces fameuses caisses de résonance et ont fait passer à l'intérieur de l'air afin de produire un son. Ce son a été enregistré et est facilement disponible sur internet. Le son produit par la crête aurait également pu être modulé par des cordes vocales, si elles avaient existé, on n'en sait rien, voire par un syrinx. Le syrinx a la même fonction que les cordes vocales, mais est un élément caractéristique des oiseaux. Or, les oiseaux sont aujourd'hui considérés comme des dinosaures. Et si le syrinx est une caractéristique des oiseaux, il n'est pas impossible qu'il soit également une caractéristique des dinosaures. Pour l'heure, et il s'agit d'une découverte récente, le plus vieux syrinx découvert est sur un oiseau daté d'il y a 80 millions d'années au Campania. Moins récemment, au cours de l'histoire de la paléontologie, une dizaine de momies de dinosaures ont été découvertes. Il s'agit le plus souvent d'ardrosaures, une famille proche des lambéosaures. Et ces dinosaures à bec de canard, malgré leur excellent état de conservation, ne portait pas de syrinx. Le syrinx aurait donc pu apparaître uniquement chez les théropodes, voire chez les saurischiens, mais chez les lambéosaurinés, qui sont des ornithopodes appartenant aux ornithischiens, cela paraît pour l'heure
un peu improbable. Pour en revenir aux collerettes, chez les Lambéosaurini, l'autre sous-famille des Lambéosaurinés, la crête n'est cette fois-ci pas creuse et en plus elle est très en arrière des narines. Si tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur sa fonction, certains imaginent qu'elle serait un support pour une poche de graisse, il est tout à fait probable en revanche qu'elle serve encore une fois à différencier les individus entre eux, voire à différencier les mâles des femelles, ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel, et même à différencier les jeunes individus des vieux individus, puisque les jeunes individus n'ont pas encore une crête tout à fait bien formée. Cette crête servirait donc de code-barre à l'individu, permettant aux autres animaux du groupe de pouvoir facilement reconnaître leurs congénères. Il existe aussi des théories un petit peu farfelues, comme quoi la crête sera un support pour une poche de sel, voire pour respirer sous l'eau, mais comme on l'a dit, la crête n'est pas reliée aux narines ni même aux poumons. De plus, le sel n'étant pas omniprésent dans l'alimentation des lambéosaures, ces théories sont pour l'heure pas très crédibles. Personnellement, j'ai un peu de mal à imaginer un tel dinosaure faire de la plongée sous-marine, mais bon, à savoir. En tout cas, on dit merci à Sika de la chaîne Paléo World, hein. Merci Sika, c'était sympa, merci d'être venu, tu reviens quand tu veux, enfin. Bon, alors continuons, alors la prochaine question. Des fossiles de dinosaures se retrouvent au-dessus de la couche KT. Info ou intox? Alors ça, c'est une question qui demande... Hé, repose-toi, va. On va s'occuper de la suite. D'accord? Tu m'as l'air fatigué. Allez, va. Vas-y, petit, c'est à nous. Merci le parrain. Alors il faut savoir que retrouver des restes de dinosaures non aviens dans des couches supérieures au Crétacé n'est pas une fausse info. C'est même explicable par un simple phénomène naturel appelé le remaniement. Le quoi? Le remaniement, c'est le fait pour des éléments d'une roche d'en être extraits pour participer à la constitution d'un autre sédiment, nécessairement plus récent. On va prendre un exemple. Ma spécialité est centrée sur les phalins, en particulier ceux du sud du département du Maine-et-Loire, datant du Tortonien. Le phalin étant un sable marin riche, mais alors très riche en fossiles, avec une faune aquatique et terrestre extrêmement variée. Bivalves, gastropodes, scaphopodes, brachiopodes, oursins, crustacés, bryozoaires, coraux. Ce sable marin a été déposé par une, voire même plusieurs mers, appelées mers des phalins, il y a 11 millions d'années. Des requins, des raies, des chimères, des dorades, des sargues. Soyons vulgaires. Oui, petit, soyons-le, pour une fois dans cette émission. Vulgairement parlant, la mer ne s'est pas contentée d'arriver en Anjou, de déposer des sables et de repartir. C'est ce que tu appelles être vulgaire? Toute une éducation à refaire. Ce sable, il faut d'abord le créer, et la création d'un sédiment passe d'abord par l'érosion. Poisson globe, poisson coffre, amphibien, varan, serpent, alligator, oiseau. Autrement dit, quand la mer va arriver, elle va d'abord éroder les couches géologiques présentes déposées antérieurement, du granit, du schiste paléozoïque, des calcaires jurassiques ou crétacés, etc., etc. Et ensuite déposer les fameux phalins avec toute sa faune contemporaine. Rhinocéros, dinotère, paléomérix, chien-ours, castor, lagomorphe, dugong, baleine, dauphin. Mais si la couche précédemment érodée contenait des fossiles, comme des trilobites... Trilobites, c'est des animaux qui possèdent 3 lobes. Donc je disais, si la couche précédemment érodée contenait des fossiles, comme des trilobites, des ammonites, des huîtres... Oh, ça rime! Des oursins, des brachiopodes, des requins, ou même du dinosaure non avien, tous ces fossiles vont se retrouver dans une couche géologique qui n'est pas la leur. Ils prennent donc le nom de fossiles remaniés. Et les fossiles remaniés, ça a déjà été trouvé dans les phalins de l'Anjou, comme des ammonites, des gastropodes, des bivalves, des brachiopodes, des oursins, des requins, et même du dinosaure non avien. Là-dessus, je pourrais vous citer 2 publications scientifiques, une dent de dinosaurien ornithopode remanié dans les phalins miocènes de Douai-Douce, Maine-et-Loire, écrit par Buffetot et al. En 1980, et un cousin du tyrannosaure en Anjou, écrit par Jean Mordant en 1989. De mon côté, j'ai également trouvé une dent de dinosaurien ornithopode, de l'iguanodontiforme, remanié dans les phalins de Douai, mais également un fragment de dent de dinosaure théropode carnivore, trouvé également remanié dans les phalins, sur une commune à 10 km de Douai-la-Fontaine. Quand vous avez des fossiles qui se retrouvent dans une couche géologique qui n'est pas la leur, pensez d'abord au remaniement. Surtout en ce qui concerne les dinosaures non aviens, puisqu'on sait tous qu'ils ont disparu à la crise Crétacé-Tertiaire. Bien que... Julien, Sophie, un petit mot là-dessus? Julien, Sophie. Alors, les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années, info ou intox? Et pour dire clairement, c'est une infox. Déjà parce que les oiseaux d'aujourd'hui sont des dinosaures, lointains descendants d'espèces qui ont forcément survécu à la crise Crétacé-Tertiaire. Et aussi parce que des fossiles de dinosaures au-dessus de la limite Crétacé-Tertiaire, on en a retrouvé un peu partout dans le monde. Mais
Mais à chaque fois, il s'agit de gisements mal datés ou dont on connaît mal la position stratigraphique, de remaniements supposés ou avérés, ou bien de mauvaise identification des fossiles. Quand il ne s'agit pas tout simplement d'intox créationnistes. Le seul fossile de dinosaure post-caté vraiment solide qu'on connaisse, c'est celui de cet hadrosaure du Nouveau-Mexique provenant de la formation Oro Alamo. Ce squelette d'hadrosaure a été retrouvé dans une couche qui se trouve au-dessus de la fameuse couche d'argile noire riche en iridium qui est censée marquer la fin du règne des dinosaures. Ce fossile a été daté par le géologue James E. Fassett à l'aide des zircons contenus directement à l'intérieur des os. Cette date indique qu'il aurait vécu seulement 100 000 ans après la catastrophe. Et il n'aurait pas été le seul, car au même endroit, dans les mêmes gisements, on retrouve aussi le dinosaure au long cou Alamosaurus et le très célèbre et redoutable Tyrannosaurus Rex. T-Rex aurait pu survivre à l'extinction des dinosaures, au moins localement et pendant une courte période après l'impact. C'est-tu pas extraordinaire ça? Le fossile d'hadrosaure n'a certainement pas été remanié car il est tout articulé. De plus, sa composition chimique est différente de celle des os qui se trouvent sous la couche à iridium, ce qui veut dire qu'il ne s'est pas déposé en même temps qu'eux au Crétacé. Cela veut-il dire que tous les dinosaures n'ont pas disparu instantanément suite à l'impact de la météorite? Qu'il aurait subsisté pendant un temps quelques poches de résistance? L'idée est savoureuse, d'autant que ces fossiles viennent du sud de l'Amérique du Nord, ce qui veut dire que ces dinosaures ont survécu à l'impact qui a eu lieu à seulement quelques milliers de kilomètres de là, au Mexique. Et ce dernier point n'est pas sans susciter de nombreuses protestations. Trouver des dinosaures survivants, pourquoi pas, mais à quelques kilomètres du cratère, faut quand même pas pousser. D'autant que les spécialistes des datations sont unanimes, on ne date pas des os au zircon, car ce matériel est trop poreux et laisse donc s'échapper du matériel radioactif par lessivage. Moins de matière radioactive égale estimation d'âge plus jeune qu'en réalité. Ces os ne seraient donc pas aussi jeunes qu'on le pense. Affaire à suivre donc, car pour l'instant, tout ce beau scénario ne repose que sur les travaux d'un seul géologue, alors il ne faudrait pas non plus attraper le complexe de Galilée. Être seul contre tous ne veut pas forcément dire qu'on a raison. Si ça se trouve, il a juste complètement mal interprété la stratigraphie du site, et dans ce cas, ce serait retour à la case départ. C'est la fête au village. Venez chez Simplex, vous y serez accueillis chaudement, il y a à boire, il y a à manger, c'est la fête. Bon, eh ben, en tout cas, on va remercier Valentin de la chaîne Valéoraptor, ainsi que les incontournables Sophie et Julien de la chaîne Stop Science et Paléo News. Merci les amis. Enfin, plus on est de fous, plus on rit. Il n'y a plus personne? Vous permettez? Oui. Alexis Rastier. Merci. Quand on parle de l'extinction massive du Crétacé paléogène, on pense surtout à l'impact météoritique qui s'est produit il y a 65,5 millions d'années et qui a provoqué une terrible réaction en chaîne détruisant 75% des espèces vivantes sur Terre. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'un autre cataclysme tout aussi destructeur a eu lieu au cours du Maastrichtien, les Traps du Décan en Inde. Ce phénomène est une immense éruption volcanique qui s'étend sur plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de kilomètres et qui peut durer plusieurs centaines de milliers d'années. Pour connaître les conséquences d'une telle éruption volcanique sur la biosphère, il faut remonter le temps au cours de la période permienne, soit entre 295 et 251 millions d'années. En effet, cette période connut deux grands phénomènes de Traps. En 2014, des scientifiques ont découvert au sud-est de la Chine des Traps, qu'ils ont nommés les Traps d'Emeishan. On estime que les Traps d'Emeishan, qui sont entrés en éruption il y a 260 millions d'années au cours de l'étage du Capitanien, un des étages de la période permienne, ont émis un demi-million de kilomètres cubes de basalte et des quantités massives de dioxyde de carbone. L'éruption des Traps d'Emeishan a provoqué des bouleversements climatiques majeurs à l'échelle planétaire et un processus d'acidification des océans, dont les traces remontent à il y a 260 millions d'années et sont surtout visibles au Groenland, avec la disparition brutale des carbonates dans les océans du Capitanien. Les acides carboniques résultant de la réaction entre le dioxyde de carbone et les molécules d'eau ont dissous le carbonate de calcium, essentiel pour constituer la structure squelettique des bivalves, des brachiopodes ou encore des planctons. Ainsi, 87% de la faune de brachiopodes et 50% de la faune de bivalves ont disparu. Même chose pour la faune planctonique, conduisant à un effondrement de la chaîne alimentaire
et donc à une véritable extinction de masse. Il y a 251 millions d'années, suite à un probable impact météoritique, les trappes de Sibérie entrent en éruption. L'éruption cause une réaction en chaîne dévastatrice qui engendrera la plus grande crise biologique de l'histoire du vivant. 90% des espèces marines et 70% des espèces terrestres disparaissent lors de cette terrible extinction. Revenons donc au Maastrichtien supérieur. En Inde, s'étendent sur plus de 1 million de kilomètres carrés les trappes du Décan. Cette dernière entre en éruption il y a 66 millions d'années. Rejetèrent 3 millions de mètres cubes de basalte, ainsi que des quantités gigantesques de dioxyde de carbone et de soufre, ce qui entraîna des bouleversements climatiques sur toute la planète, avec une hausse de température de plus de 4 degrés Celsius. On peut aussi rajouter à cela une acidification progressive des océans et un effondrement de la chaîne alimentaire dans les océans du Crétacé. Nous pouvons constater que les trappes du Décan ont joué un grand rôle dans cette extinction de masse, qui est celle du Crétacé paléogène. Lorsque l'astéroïde géant, ou la comète, heurte la Terre il y a 65,5 millions d'années, la biodiversité marine et terrestre est déjà bien fragilisée. Et c'est ainsi que s'achève ce chapitre dédié aux trappes du Décan. Bon ben, ça en est terminé avec les questions. Alors pour conclure, nous savons grâce à Cédric que le Microcératops était bien le plus petit des cératopsiens. Sican nous a démontré que l'on ne peut pas affirmer précisément la fonction de la crête du lambéosaure. Et dans l'ordre, Valentin, Sophie et Julien nous ont convaincus qu'effectivement les dinosaures ont survécu à l'extinction KT. Et Alexis nous a expliqué que la chute de la météorite de Chicxulub n'était pas à lui tout seul l'unique facteur qui nous a mené à l'extinction KT. Aussi, c'est sur ces mots que je vais vous quitter, sans avoir au préalable remercié mes camarades vidéastes pour leur intervention. Voilà, c'est tout pour moi et cet épisode particulier, un peu spécial, et sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël. Il manque plus que Gigantoraptor. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires. Ah ciao, bye bye. Thank you.